Transart 2000, l'organisme œuvrant dans les arts de la scène avec des jeunes se questionne aujourd'hui sur la vie des aînés des communautés ethniques. Les aînés venus d'ailleurs constituent, selon les dernières données, un groupe important de la société québécoise et canadienne. Dans ce contexte, Transart 2000, pour mieux comprendre la vie de ces personnes qui ont vécu avant nous et en même temps que nous, vous invite à visionner ce documentaire réalisé en collaboration avec la génération d'hier et celle d'aujourd'hui. La directrice Elsie Daphnis de Transart 2000, l'auteur de plusieurs pièces de théâtre, a campé les deux groupes ayant une conception très différente de la réalité de la vie d'aujourd'hui. Au cours d'une table ronde, les aînés nous parlent, les jeunes les questionnent. David Mézy, animateur d'ateliers, de théâtre, de poésie à slam, poète, slameur, metteur en scène et journaliste, a étudié en sciences sociales, communication sociale, humour et art dramatique. David Mézy, producteur d'événements et formateur d'artistes, a rencontré Jules Emongo Lumumba. Le professeur Jules Emongo Lumumba, né le 13 mars 1960 à Katako Kombe, dans la province du Kinsai oriental, République démocratique du Congo, est un professeur et écrivain congolais. Jules Emongo Lumumba a étudié la philosophie et les religions africaines à l'université de Kinshasa. Il a poursuivi ses études en Europe, d'abord à l'université de Heidelberg, puis à l'université libre de Bruxelles. Auteur de plusieurs ouvrages, le professeur Lumumba vit actuellement à Montréal, au Canada, où il enseigne les sciences sociales et les spiritualités négro-africaines. Ivan Kachiri, âgé de 15 ans, étudie au collège Regina Asunda en 3e secondaire. Passionné de l'art, de la culture et du cinéma, elle a joué dans 3 films haïtiens et produit plusieurs spots publicitaires pour les radios de la communauté haïtienne. Photographe pour le compte de Transart 2000, Ivan Kachiri a questionné monsieur Michel Nemours. Michel Nemours est né au Cap-Haïtien un 21 juillet dans le nord d'Haïti. Michel Nemours a une formation en comptabilité à l'Institut R. Métellus des Césars. Arrivé à Montréal, il a suivi des cours en journaliste et en publicité à l'Université de Montréal. Il a aussi étudié en communication graphique et publicité au Collège Arontique de Montréal. Michel Nemours, actuellement, est dans le domaine de la communication, publicité, impression et édition de livres. Yvon Chéré, journaliste, acteur, poète, a étudié en communication, médias de masse, en toxicomanie à l'Université de Montréal et en droit à l'UQAM. Aujourd'hui, il travaille comme agent de développement de loisirs de promotion à Transart 2000. Yvon Chéré, animateur de radio à CPM 1410 et Radio Continentale, a interviewé Madame Das Kalpana. Madame Das Kalpana, professeure, conférencière, est une formatrice chevronnée, consultante et chercheuse communautaire en interculturel. Elle est la fondatrice et directrice générale de l'Institut interculturel de Montréal qui a vu le jour en 1963 en tant qu'organisme d'action sociale et de recherche sans but lucratif. Madame Kalpana Das, une hindoue d'origine bengali, initiait une série de programmes en formation interculturelle pour les professionnels de l'enseignement des services sociaux et de la santé pour les animateurs de coopération internationale. Yannick Joseph, né en Haïti, a fait des études au Conservatoire national d'art dramatique de Port-au-Prince, en parallèle avec ses études classiques. Arrivé au Canada, Québec, en 1972, il a obtenu une formation en technique de tourisme, option administration. En mai 1983, elle partait en France pour un stage culturel produit par l'Office franco-québécoise pour la jeunesse. Actrice, elle a joué dans plusieurs films. La jeunesse dans l'ombre, Quartier sans issue, Au-delà de la peau. Yannick Joseph a rencontré Michael Farkas et ses ancêtres viennent du Nouveau-Brunswick. Il est le président de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs depuis 2009. Il est également directeur de la Maison des Jeunes Youth in Motion depuis 2008.
Les aînés nous parlent et aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger un peu avec un des aînés qui se connaît très bien au niveau de la société québécoise par rapport à son vécu ici. On a avec nous Monsieur Lumumba Mongo, Monsieur Emongo, on va parler comme ça un peu. Alors, bonjour, ça va? Bonjour David. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Emongo, c'est est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est effectué votre déplacement de votre pays natal? Qu'est-ce qui vous a incité à laisser votre pays d'origine et particulièrement à vous installer au Canada, au Québec? Bien, peut-être une petite réflexion avant. Lorsque l'on quitte son pays dans le but d'aller chercher la sécurité dans un autre pays, le drame est déjà là. On est déjà dans la tragédie. Il n'y a rien de mieux que son pays, que la nourriture de son pays, que les histoires de grand-maman, que l'air qu'on respire. Les arbres me parlent dans mon pays. Alors donc, je ne suis pas parti directement de mon pays. Je me trouvais en Allemagne pour raison d'études. J'avais une bourse du gouvernement allemand. Et entre-temps, la situation politique dans mon pays d'origine, l'actuelle République démocratique du Congo, anciennement Zaïre, la situation était catastrophique. Et moi, en tant qu'écrivain, j'ai publié des analyses politiques sur la situation dans la revue Jeune Afrique à Paris, dans le journal Le Soir à Bruxelles et dans plusieurs journaux au pays même. Alors quand j'ai fini mes études, que j'ai défendu ma thèse en Belgique, parce que j'ai fait mes recherches en Allemagne, puis j'ai défendu ma thèse en Belgique, j'avais au même moment un visa canadien pour venir participer à un colloque sur l'Afrique, ici à Montréal. Ça se tenait, c'était en 1996, au mois de mai, à l'université McGill. Alors je suis arrivé dans le but de passer une semaine, puis repartir directement dans mon pays. Ça fait 50 ans que je suis ici. C'était rien planifié pour venir ici. C'était pas un choix de l'immigration. Je suis venue ici pour explorer, j'avais 23 ans. Explorer un peu qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. C'est pas mon choix, tu vois. Dans le sens que le Québec m'a adopté. C'est mes parents qui m'ont déposé ici. Alors, c'est comme. Alors, je suis rentré au Québec comme ça. Alors, c'est pas un choix vraiment que j'ai fait. Vraiment songer. Puis quand je suis né, moi je viens finalement de la province d'à côté, du Nouveau-Brunswick originairement. Je suis ici depuis à peu près 46 ans. Donc j'ai quitté Haïti, j'avais 27 ans d'âge. Au départ, je travaillais dans un poste de radio là-bas, un poste de radio évangélique, non politique. Mais malheureusement, ça n'a pas bien tourné à 100% par rapport au régime de Duvalier. Donc ça, c'est la raison première pourquoi j'ai quitté Haïti, mon pays d'origine. Alors j'arrive ici et c'est là que des amis que je trouve ici me disent « Mais tu es fou, tu sais que ta tête est mise à prix ». J'avais des preuves matérielles que ma tête était mise à prix. Moi-même, j'avais fait le dernier voyage que j'ai fait dans mon pays d'origine. C'était en 92, ça fait donc plus de 26 ans que je ne suis plus reparti à cause des menaces qui pèsent sur moi. C'était un voyage catastrophique. J'étais presque déshabillé à l'aéroport, etc. Alors les amis m'ont dit, un peu presque par la force, tu ne peux pas rentrer dans ce pays-là parce que de toute façon, tu as très peu de chances de rester en vie. Ils avaient raison. Quand j'ai exploré au niveau, j'étais un enseignant, explorer des choses, mais dans le milieu scolaire et tout ça, le contexte, ça ne m'intéressait pas. C'est aussi le moment que l'école qui est devenue comme polyvalente, école secondaire, l'atmosphère, ça ne m'intéressait pas. Donc, et puis moi, j'étais pas non plus, j'étais pas venue pour rester ici. C'est surtout l'exploration.
Et finalement, à l'intérieur d'un an, j'arrive à rencontrer deux personnes qui commençaient un organisme pour le dialogue entre les religions des cultures. C'est le commencement de cet organisme et ça m'a intéressée d'une façon bénévole, je me suis impliquée. Au bout de 5 ans, ça arrive que, bon, il fallait que moi je rentre dans la direction avec la co-direction de l'organisme pour monter l'organisme, qui est devenu Institut interculturel de Montréal. Donc, c'était pas un choix clair pour venir ici, c'était pour l'exploration. Justement, des arrestations massives des jeunes haïtiens aussi, qui est la deuxième cause par rapport au problème communiste. Mais il y avait un certain moment donné, c'était beaucoup plus difficile. Donc, les jeunes partaient, ont quitté Haïti à partir de ce problème-là, pour le Canada et surtout le Québec. Peut-être pour ajouter à cette réponse, le jour où je me suis présenté dans un bureau de l'immigration et où j'ai dit, pour des raisons de sécurité, je demande l'asile politique, j'ai pleuré comme un enfant. Parce que derrière moi, je n'avais plus de pays et devant moi, je ne savais pas où j'allais. C'est une expérience terrible. C'est la situation parentale, oui, qui a fait en sorte que j'aboutisse ici au Québec. Et pourquoi dans tout le Canada avez-vous choisi le Québec? Parce que ma soeur demeurait ici, je suis arrivée ici, j'y restais. Et de plus, c'est que je voulais apprendre français, parce que je ne connaissais pas français du tout. Donc, la meilleure façon de parler français, c'est entrer dans le milieu. Puisque vous avez choisi le Québec pour y vivre, parlez-nous de votre expérience avec l'immigration canadienne et québécoise. Écoutez, à cette époque, je parle de 50 ans. Okay, l'immigration, le portrait de politique, tout était différent. À cette époque, nous avons cherché, sollicité, aller vers les jeunes personnes qui étaient à l'université, étudier de d'autres pays. Et on a demandé s'ils pouvaient devenir immigrants ou citoyens par après du Canada, parce qu'ils cherchaient la main-d'œuvre dans certains domaines. Donc, à ce moment-là, c'était c'est pas comme aujourd'hui, la question de, comment dire, le chômage, la question économique, et tout ça qui est tellement changé et changeant tout le temps, qu'à cette époque, on avait besoin de main-d'œuvre d'ailleurs. Je connais un peu la culture française. Le nom que je porte pouvait poser problème. Je ne dirais pas la couleur de ma peau, mais ce n'est pas impossible. Mon origine, je viens d'Afrique, ça pouvait poser un problème. J'ai très vite compris que malgré mes diplômes, j'arrivais quand même détenteur d'un doctorat en philosophie et lettres. J'avais deux licences en plus de ça, quelques autres diplômes, etc. J'avais déjà un dossier de publication. Donc, j'étais orienté vers l'enseignement universitaire. En arrivant au Canada, ma première journée a été difficile. Pour quelle raison? J'avais un passeport, l'immigration haïtienne avait effacé un premier nom. Voyez-vous? Donc en écrivant mon nom ensuite comme deuxième personne. Pour moi, depuis Haïti, je ne pensais pas que c'était un problème, mais en arrivant ici, on pensait que c'est quelque chose falsifié. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au Canada? Et d'après vous, qu'est-ce qui fait la force de ce pays? La force de ce pays, c'est sur une ouverture d'esprit, sur le monde. Moi, je te dirais aussi certaines formes d'avant-gardisme pendant longtemps. Avant, je trouvais que le Canada était vraiment un précurseur de beaucoup de liens sur en tout ce qui concerne les droits humains, a été un grand précurseur de la défense des droits des gens, des peuples. Alors, aujourd'hui, je te dirais que c'est plutôt
on est encore, il y a une certaine résilience, un certain équilibre aussi que je reconnais aujourd'hui dans lequel nous vivons. C'est un grand pays, alors de pouvoir balancer tout ça d'un océan à l'autre, comme on dit, je trouve ça remarquable encore aujourd'hui, surtout dans un contexte mondial, global, là, si on peut dire, qui bouge beaucoup. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est que la réalité française n'était pas dans ma perception du Canada. Cette forme d'hypocrisie à la française, où l'on vous accueille avec un grand sourire, bienvenue, on vous dit tu tout de suite. Mais dès que vous commencez à chercher du travail, c'est fini, toutes les portes se ferment. La force de ce pays, au départ, c'est la démocratie. Ce n'était pas du tout le même système que chez nous. On a du travail, on a un système de santé, donc il y a le respect. Au départ, c'est ça qui m'a amené ici et qui vraiment, pourquoi je suis établi jusqu'à présent. Donc ça, il faut le noter. L'ambiance était très différente pour recevoir des immigrants et aussi pour les accueillir, les immigrants. L'esprit était tout à fait autre. La diversité. Le Québec, c'est une sorte de laboratoire formidable. Vous voulez voir le monde tel qu'il est, vous n'avez pas besoin de voyager. Vous ouvrez votre porte à Montréal, puis vous avez l'humanité tout entière. Elle est là. Elle est jeune, elle est vieille, elle est blanche, elle est noire, elle est jaune, elle est rouge, tout ce que vous voulez. Toutes les langues. Mais ça s'arrête malheureusement à la surface. Il n'a jamais été facile, mais surtout par les années dans lesquelles on vit. Alors, je nous félicite enfin pour cet équilibre, finalement d'avoir une place pour tout le monde. Est-ce que votre adaptation a été difficile au pays d'accueil? L'adaptation, comme j'ai déjà parlé de mon arrivée, donc c'était ça le problème. Mais tout de suite après ma résidence permanente, attention là, ça commence à aller bien. Je travaille, je suis allé à l'école, je refais une autre vie. C'est un pays démocratique, donc on peut parler, on ne peut pas dire n'importe quoi, mais on peut passer justement notre message. Surtout à notre organisme qu'on avait commencé pour les rencontres des cultures, rencontres des religions, qui ont accueilli des gens de partout, les jeunes, des adultes. Et là, c'est là que socialisation, dans ce milieu, dans cet organisme, qui favorisait cette socialisation. La difficulté dans mon adaptation, certes, et le fait d'être noir fait en sorte qu'on n'est jamais complètement accepté dans ce pays qu'on adore, que parfois même on a des assises. Dans mon cas, j'ai des assises extrêmement, on parle de 300 ans, 350 ans, sûrement dans les terres canadiennes et américaines aussi, sur l'Amérique du Nord. Et pourtant, on me considère encore comme l'autre me disait, comme un touriste ou comme quelqu'un qui vient d'arriver, etc. Quand on quitte notre pays, qu'on devient étranger, on est faible. On est fragile, on entre dans des catégories. Moi, par exemple, au Québec, je suis un Africain, mais l'Afrique, c'est un continent. Mais si un Français venait au Québec, on ne dira pas c'est un Européen, on dira c'est un Français. Pourquoi est-ce que les Africains seraient tous dans le même panier? Voyez jusqu'à quel point on a encore des difficultés simplement à nous situer. Mais arrivé ici comme professionnel, vous avez travaillé au Québec. Vous parlez-nous un peu de votre expérience. Non, écoutez, c'est pour ça, je ne suis pas venue pour s'installer ici. Je suis venue pour explorer c'est quoi peut m'offrir. Au bout d'1 an, je me suis impliquée dans cet organisme comme bénévole et devenue le cofondateur de cet organisme. Donc, j'ai créé mon travail. Je n'ai pas cherché le travail. Et un ami m'a amené dans une manufacture, j'ai commencé par là. Dans une manufacture, il faisait des vêtements, une manufacture de vêtements. C'était pas facile de trouver un travail, puis ce n'est encore pas facile à certains égards, surtout dans ton champ d'activité
parfois où tu as étudié, on reconnaît surtout la non-reconnaissance des diplômes pour les immigrants. On reconnaît aussi de prendre, à talent égal, ils vont prendre quand même Jean-Guy Tremblay et tout ça. Je suis arrivé en 96. Je commence à toucher un véritable salaire en 2006. 10 ans après. Presque 11. Comment est-ce que j'ai fait pour survivre pendant tout ce temps? J'ai cueilli des fraises pour scolariser mes enfants. Moi qui vous parle, avec doctorat et tout le reste. Quelle expérience difficile avez-vous vécue au Québec? La réponse que je pourrais vous donner, c'est vraiment sur la question identitaire. Vu mon adoption, cet épisode qui me suit jusqu'à ce jour, je crois que a influencé toutes les autres facettes de ma vie, toutes les autres difficultés même, dans le sens de ne pas avoir grandi avec mes vrais parents. Être loin de la famille, ça c'est comme tous les immigrants qui déplacent pour vivre. C'était difficile, mais en même temps, par la chance, j'ai créé un réseau des amis des Québécois anglophones, francophones et d'autres origines culturelles. Ils sont devenus comme un genre de réseau familial pour moi. Le plus difficile, c'est quoi? Je ne le vois pas. Voyez-vous, je ne le vois pas. Parce que je regarde toujours en avant. Je ne vois pas la difficulté comme telle. Comme je vous avais dit auparavant, et je travaille. À partir de mes cours, justement, et d'université, en communication, je me suis dirigé vers une autre communication, vers la communication graphique. La communication graphique, c'est ça qui m'a amené justement au niveau de l'imprimerie. Et donc, j'avais fondé un magazine qui s'appelait Haïti Nouvelle. Donc, c'est à partir de là, donc en ce moment-là, mon cheminement a commencé vraiment vers la communication, vers les éditions de livres, vers tout ce qui a trait justement à la communication globale. Je suis un optimiste chronique. Si je n'étais pas optimiste fondamentalement, j'aurais craqué. Combien de gens que j'ai connus ici à mon arrivée, qui avaient les mêmes compétences que moi, sont devenus... Un seul est devenu chauffeur de taxi avec doctorat. Un autre est presque détraqué mental, il est rentré dans son pays, au Cameroun. D'autres ont dû tout de suite quitter le Québec, ce sont des éminents professeurs d'université ailleurs. C'était pas facile au niveau économique, on peut dire, parce que j'ai fait un choix. Je ne veux pas aller travailler dans les institutions et je me suis consacrée à cet organisme pour monter cet organisme. Et on n'avait pas l'argent. J'ai vécu plusieurs années, presque 20 ans, sans prendre un salaire. Parlez-nous un peu de l'expérience avec vos enfants. Ils sont arrivés 1 ou 2, 3? C'était combien? J'en avais 3. Ok. Comment ça s'est passé ici avec eux? C'est pas évident parce que mon fils aîné avait 10 ans et son adolescence commençait. Et le problème, c'est que moi, j'étais décidé à quitter le Québec. J'avais compris 2 ans après que je ne pouvais presque pas m'épanouir sur le plan professionnel ici. Mais là, mon enfant arrive, il commence son adolescence et on sentait que ça risquait d'être difficile. Imaginez que je le quittais encore pour une autre immigration. Ça veut dire que je le perdais définitivement. J'aimerais un peu qu'on focalise un peu sur cette partie-là parce qu'elle est extrêmement importante par rapport au fait que le Québec a toujours été présenté comme un pays qui priorise la famille. On parlait tout à l'heure des conflits au niveau par rapport aux enfants. Comment ils ont vécu d'abord le problème de l'éducation qui est certainement à l'école différente par rapport au pays d'origine, le problème de la langue, la nature de ces conflits, comment ça a été? Bien, alors mes enfants à moi sont arrivés en parlant déjà français, ils ont dû apprendre un peu plus. Je me souviendrai toujours de mon fils cadet qui arrive ce jour-là un peu perturbé de l'école et puis qui me dit « Mais papa, tu m'as toujours dit que c'est impoli de regarder les adultes dans les yeux quand on leur parle. Ça, ce sont les valeurs de chez moi. » Mais là, on m'a amené à la direction et le problème, c'est mon enseignante a dit que je cachais des choses parce que je ne regardais pas les gens quand je leur parlais. Qu'est-ce que je dois faire?
Bon, par rapport aux jeunes interculturels, est-ce qu'on parle de ma communauté ou on parle en général? En général ou... En général, bon, c'est-à-dire les jeunes, sont des jeunes. La seule différence, c'est que je n'ai pas d'expérience des jeunes de ma communauté en tant qu'haïtien. Il y en a qui vont très bien. Il y en a qui vont un petit peu pas trop bien. Et par rapport à la société, parce qu'on le vit dans une autre société, on ne le vit pas à Haïti. Ouais. Il faut s'adapter à la communauté. Donc, il y a des jeunes qui sont allés un petit peu trop loin, voyez-vous, par rapport à des jeunes qui vont très bien à l'école, qui vont très bien, qui s'adaptent très bien. Et donc, probablement, c'est le problème de la société même. Québec est une population qui tend à se diversifier de plus en plus, une population ayant une pluralité des modes de vie, tant au niveau culturel, économique, politique, démographique et social. Pourriez-vous nous expliquer le rôle que joue cette diversité au Québec? Toutes les sociétés dans le monde sont diversifiées. Il y a diversité. C'est réellement une richesse. Depuis aussi longtemps qu'il y a de l'immigration ici, et puis alors c'est depuis très très longtemps. Je trouve que dans le moment, le contexte, c'est à la mode de parler de diversité, du vivre ensemble, quand dans le fond, pour certains d'entre nous, c'est tout ce qu'on a fait de vivre ensemble dans la diversité depuis très très longtemps. Moi, comme j'ai dit très simplement, diversité, la façon que c'est vu aujourd'hui, quand on voit les gens qui sont pour la diversité ou pour l'immigration, toujours je regarde du point de vue économique. La société d'accueil, voyez-vous, les encourage à aller beaucoup plus loin. C'est la raison pourquoi on trouve plusieurs candidats d'origine diverses dans plusieurs partis politiques. L'enrichissement de tout le monde. La richesse, David, n'est pas simplement produire de l'argent puis le distribuer. Oui, l'État doit produire de l'argent pour pouvoir le distribuer. Mais la plus grande richesse d'un pays, à mon sens, d'une nation, ce sont les êtres humains qui vivent dans cette nation. Avec toutes les compétences et toutes les valeurs, toutes les histoires qui se rencontrent au Québec, il y a lieu ici de créer quelque chose de formidable. Pour voir comme richesse de la population qui est diverse, qui vient de sources d'autres civilisations, je ne parle pas de seulement la différence ethnique, d'autres civilisations, comme on voyait là, si on regarde l'histoire de l'immigration au Canada et au Québec, on voit comme les personnes qui arrivent sont comme des personnes travaillant qui vont contribuer dans l'économie du pays. Et dans ce sens-là, il faut remonter jusqu'aux Premières Nations pour déjà bien comprendre comment même la pluralité existait entre les Premières Nations et par le fait même les arrivées des différentes vagues d'immigration. Donc, à force de nous repousser dans la marge, le Québec perd en richesse, la richesse humaine que nous lui apportons, la jeunesse que nous lui apportons, les expériences humaines de partout dans le monde que nous lui apportons, et la possibilité de générer, de créer, de faire du Québec une terre au nord de l'Amérique du Nord, mais une terre où l'humanité est hautement représentée et agréable à vivre. En 2007, Maria Elsa, chercheure en gérontologie, souligne au cours de symposium que les personnes âgées de 65 ans et plus, issues des communautés ethnoculturelles, passaient de 66 000 immigrants en 1971 à 126 000 en 2011. Montréal a la plus haute concentration, donc 88,3%. Pouvez-vous nous dire les causes de cette hausse? Oh, la cause comme telle, c'est pas difficile à déterminer parce qu'il faut s'en rappeler dans les années 30, 40, 50, le système de santé n'était pas au rendez-vous. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ceux qui viennent en premier sont généralement des jeunes.
c'est-à-dire la meilleure part des pays d'origine. Les jeunes, c'est l'avenir. Ce sont eux qui viennent. Généralement, d'ailleurs, ceux qui viennent de nos pays à nous sont même hautement scolarisés. Mais ces jeunes se marient, ces jeunes ont des enfants, ils ont laissé leurs parents vieillissants. À un moment donné, ce qui fait que la population vieillissante qui émigre ici est en augmentation exponentielle. Qui en général sont vieillissants. Ça aussi, ceux qui sont venus comme moi, je suis venue, j'avais 23 ans, 24 ans. Moi, je suis rendue à 73 ans. Donc, comme la grande majorité de l'immigration au Québec se trouve concentrée à Montréal, c'est tout à fait normal que ces gens viennent et restent à Montréal. On sait qu'on est une population vieillissante. Ça veut dire que la santé, la médecine, la science fait des pas géants pour et une prise de conscience aussi, je pense, des êtres humains pour se garder en forme plus longtemps. En ce qui a trait à la santé mentale des minorités ethnoculturelles au Québec, comment, d'après vous, peut-on l'expliquer? Alors, c'est extrêmement complexe. Dans la plupart de nos cultures, à nous qui prenons des Antilles et d'Afrique, le mot maladie mentale est une honte. Ouais. Avoir un membre de la famille qui a souffert de la tête, comme on dit en Afrique, ça rejaillit négativement sur toute la famille. Et alors ça, c'est une considération générale. C'est un mot qu'on utilise maintenant assez fréquemment. Auparavant, bien sûr, le moment qu'on parlait santé mentale, on parlait de cas psychiatriques. Mais ça a pris tout à fait un autre sens, plus global. C'est beaucoup plus dans le sens de bien-être des gens. Bien-être à tous les niveaux. Au niveau psychologique, au niveau émotif, social, et ainsi de suite, qui englobe un peu le concept de santé mentale à l'heure actuelle. Si je regarde à notre recherche et action, c'est comme ça qu'on a abordé la question de santé mentale, de l'angle de bien-être. Voilà, c'est une situation assez complexe parce que ce qu'on appelle maladie mentale ou santé mentale, ici, ça rentre totalement dans le domaine médical. On établit un diagnostic, on soigne. Dans nos pays à nous, ça ne s'appelle pas de cette façon. Ce n'est d'ailleurs pas souvent vu comme une maladie, comme le cas de ce jeune homme qui a été présenté comme souffrant étant hystérique dans une clinique. Il a fallu qu'un médecin d'origine haïtienne, de son pays d'origine, se trouve là et comprenne ce qui se passe en fonction de la culture d'origine. Et il lui dit non, non, tu n'es pas malade, tu es un enfant appelé. Alors, il faut que tu répondes à cet appel, on est là au niveau spirituel. Et David, il faut le dire, de plus en plus, la pratique médicale, surtout en psychologie, en psychanalyse, dans le monde entier, reconnaît l'importance de la culture. Si vous voulez soigner quelqu'un qui vient du Maghreb africain, et qui vous dit qu'il y a des djinns dans sa tête, des esprits malins dans sa tête, et vous vous dites non, c'est de la superstition, c'est sûr que vous créez un blocage. Donc si on veut soigner quelqu'un de ce qu'on appelle généralement ici maladie mentale, il faut probablement aussi rentrer dans sa culture parce que l'explication dans bien des cas n'est pas seulement médicale, scientifique, elle est parfois simplement culturelle, voire spirituelle. Aînés. Leurs mémoires sont trouées par des événements oubliés et leur cœur ébréché par les histoires passées. Leurs pensées sont bouleversées par une vie bien mouvementée et leurs nuits effrayées par la peur de tout quitter. Leurs gestes et leurs énoncés peuvent être désordonnés, parfois agités, mais leur cœur reste inchangé et leurs êtres inaltérés. Les soigner, les soulager avec un respect avéré, apporter un peu de joie dans leur vie troublée et une présence précieuse à leur côté est notre objectif de chaque journée. Des sourires, une main donnée et des regards échangés, sans jamais juger ni dévaloriser.
protéger leurs intimités et pour chaque geste les aider, sans jamais faire contre leur gré et en aucun cas ne les infantiliser. Jusqu'à leur dernier souffle, les accompagner dans l'humanité et la dignité, ainsi que dans l'authenticité, vivre chaque jour à leur côté. Auteur Émilie. Merci. Être jeune. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rudes de la peau, renoncer à son idéal, ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne, il s'émerveille, il demande comme l'enfant insatiable, et après, il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Auteur, Général MacArthur. Dites-nous comment votre déplacement s'est fait de votre pays natal. Pourquoi dans tous les pays qu'il y avait dans le monde, pourquoi vous avez choisi le Canada et puis précisément la province du Québec? J'ai quitté le pays le 7 février 72, quelque chose comme ça, pour me rendre au Canada. Pour quelle raison? Mon grand frère était déjà ici depuis un an. Donc, c'est le but. Je suis au Québec depuis, ça fait 46 ans. Je suis venue vraiment pour explorer en tant que jeune enseignante. Et puis, bon, et pourquoi Québec? C'est aussi très facile à dire que parce que ma soeur était ici à Montréal. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus en arrivant au Québec? Et qu'est-ce qui fait la force du pays, d'après vous? C'est la structure, c'est l'esprit de solidarité et nationale, et c'est la démocratie qui existe dans son pays. Dans le temps, je suis arrivé en 1974, il y a eu des problèmes politiques. Ce qui m'a frappé le plus de mon arrivée au Canada, c'était une grosse tempête de neige. Et puis en plus, je vois le système, c'est complètement différent avec chez nous en Haïti, comme tout le monde le savait déjà. C'est comme les jours et la nuit. C'était une nouvelle page qui était tournée dans ma vie. Et le système économique, culturel et éducatif. Donc c'est très abordable par rapport à ma famille qui était là déjà. Et puis mes enfants qui sont nés ici, qui s'adaptent rapide. Et puis jusqu'à présent, je n'ai jamais regretté une fraction de seconde de choisir le Québec.
Suite au commentaire de Mme Das, j'aimerais vous demander comment avez-vous créé votre emploi et que faisiez-vous en général? Oui, c'est un emploi que j'ai créé, c'est une façon de dire. C'est plutôt un idéal que j'avais de ma jeunesse dans mon pays, où c'est un pays extrêmement multi-ethnique, multi-religieuse, multiculturel, des siècles et des siècles en Inde. Donc, avec la colonisation britannique, ce questionnement de éducation coloniale que j'ai posé même à l'âge de quand j'étais à mon première année de secondaire. Donc cette critique de colonisation qui m'a amené quand j'ai rencontré deux autres fondateurs de cet organisme, c'est plutôt l'idée qui m'a attirée et m'a s'impliquer dans cette cause-là de dialogue des cultures et des religions qu'une recherche d'emploi comme telle. Donc, en développant l'organisme pendant 45 ans, j'étais une des personnes qui développait l'organisme, c'est comme ça que j'ai créé mon emploi. La question que j'ai, c'est pour Michael. Si lui, il aurait la possibilité de parler à Michael qui était là quand il avait 18, 19 ans, quels sont les conseils qu'il lui aurait donnés? Si je pouvais revivre mes 18 ans, mes 20 ans, comme on dit, étudier. Je pense que l'éducation reste la clé pour ouvrir les portes vers nos aspirations, nos passions, si j'avais pris ce chemin. Aujourd'hui, si vous aviez à parler aux jeunes de la communauté culturelle, qu'est-ce que vous leur diriez exactement? Quels que soient les embûches ou obstacles, de ne pas se décourager. Il faut toujours être à la recherche de nouvelles stratégies, quelles que soient les difficultés. Il faut vraiment regarder la morale haute, ensuite faire toujours d'abstention lorsqu'il s'agit de certains problèmes qu'on rencontre dans notre vécu quotidien et éviter de vivre en vase clos sur le modèle des autres qui ont réussi et profiter de leurs conseils. Ma question s'adresse directement à Mme Das. Entre le comportement des jeunes d'aujourd'hui et ceux de votre époque, quelle différence faites-vous? Je prends presque 2 générations d'en arrière. Tu sais. Quand je suis arrivée, la réalité des jeunes issus de l'immigration, c'était tout à fait différent. C'était beaucoup plus la population étudiante qui venait pour étudier. C'est moins les gens qui immigraient eux-mêmes pour venir établir ici. Donc, c'est des étudiants ou des jeunes professionnels. En ce qui a trait de la santé mentale des minorités ethno-culturelles au Québec, comment peut-on l'expliquer brièvement? Vous parlez de la minorité ethno-culturelle, c'est très vaste. Est-ce que ce sont ceux des immigrés ou bien ceux qui sont des néo-québécois? Parce que nous, en tant qu'immigrants ethnoculturels, on nous impose un concept, ce qu'on appelle le concept de la colonialité du pouvoir. On n'a pas le choix que de se soumettre au boulot des Blancs. Comme Madame a pu dire tantôt, elle a eu la chance, elle était avant-gardiste, elle a eu cette chance-là. Nous, on n'avait pas cette chance-là. On devait aller frapper dans la porte des Blancs pour aller assumer le pain quotidien là. J'en ai beaucoup à dire là, au niveau du concept de la colonialité du pouvoir. Aussi de la colonialité, aussi du savoir. Ils nous imposent nos savoirs. Quand ils nous imposent nos savoirs là, on est aux prises avec une forme de confusion mentale entre ce qu'on appelle l'assimilation et l'accommodation. Bon, les jeunes, je suis là, je représente tous les élèves qui sont ici dans la salle, et y compris ceux qui sont à l'extérieur de cette salle. La première question est qu'est-ce que les aînés pourraient bien
reprocher à la société d'accueil, d'après vous? Je pense que si j'étais à leur place, la chose que je pourrais reprocher, c'est que la société dans laquelle on vit, c'est une bonne société qui a beaucoup d'opportunités, mais qui est trop centrée sur le moi. Si on a regardé dans les nouvelles dernièrement, il y a un couple de personnes âgées qui sont décédées. On les a trouvés après 2 semaines parce qu'on a vu des mouches dans leurs fenêtres. Ça, c'est quelque chose de public. Quelqu'un qui a vécu sur la Terre 65 à 75 ans, 80 ans, a certainement quelque chose à enseigner à quelqu'un d'autre. En fait, il faudrait que la société, qu'est-ce que je pourrais reprocher, c'est que pourquoi il n'y a pas un pont qui aurait été créé plus facilement de savoir des générations, et pourquoi on vit dans une société qui fait beaucoup la promotion du moi versus le nous. Comment concevez-vous vos grands-parents ou les aînés qui vous entourent? J'adore en fait écouter toutes les histoires des aînés de différents peuples, nations. Ça revient toujours à la même, au bout de la ligne, ça revient à les mêmes valeurs, les mêmes bonnes valeurs. Donc moi, je respecte vraiment ça pour le courage que vous avez de partir dans un pays étranger, ne sachant rien, laissant la famille derrière pour venir dans un monde complètement inconnu. C'est un tout grand courage. Je vous respecte et sérieux. J'espère que vous allez dédier vraiment, de continuer à dédier les connaissances que vous avez et les partager avec nous, les jeunes, que nous, on a grandi autrement, les valeurs et tout. Donc, sérieux, je vous lève mon chapeau. De par le statut social actuel des aînés venant d'ailleurs, pourrions-nous faire le lien entre la vie migratoire et certains de leurs problèmes tels que pauvreté, santé mentale, maltraitance? Ce que je pourrais dire, c'est que de ce que j'ai vu pour ma mère et pour d'autres parents qui ont immigré ici, c'est qu'ils ont eu beaucoup de difficultés par rapport au métier qu'ils auraient choisi. Par exemple, infirmière, et les parents qui choisissent d'être taximan, par exemple. C'est des métiers qui, dans le temps, étaient très... où il y avait beaucoup de revenus. Mais qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a beaucoup de coupures, qu'il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça, qui fait qu'il y a des difficultés qui surviennent au fil du temps pour eux. Ce qui, pour moi, expliquerait la partie un peu pauvreté. Mais je vais aller aussi sur le sens de la vie migratoire, que lorsque tu pars d'un pays et que parfois tu laisses tout ce que tu as là-bas et que tu dois recommencer à zéro, c'est sûr que tu ne peux pas te rendre au même niveau que des gens qui étaient ici et qui ont pu se baser sur quelque chose dès lors de leur jeune âge. Ensuite, pour la santé mentale, comme ça a été mentionné plus tôt par Mme Das, par Michael, etc., le fait de changer l'environnement, de devoir s'adapter, de devoir faire des sacrifices par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on sait, les pratiques qu'on a, les méthodes, etc., et de devoir se faire assimiler ou plutôt corroborer à une société qui a des différentes manières de vivre, où tout doit aller vite, où tout est sur le moi, comme disait Jean Gardy, c'est sûr que ça a un impact fort sur les forteresses qui ont été générées au fil des années dans leur pays natal. Qu'est-ce que vous, les jeunes, pouvez-vous reprocher aux aînés venant d'ailleurs? Je crois que chaque personne a la capacité de prendre 100% de sa responsabilité et que les aînés nous ont montré beaucoup de choses sans directement les dire. Donc moi, j'ai pas vraiment de reproches en tant que tel à les faire, mais je pense qu'on a intérêt à regarder leur comportement et apprendre de la meilleure école qu'est la vie. Moi, je vais aller à l'encontre de ce que Jean Gardy a dit. Je vais peut-être me faire crucifier pour. J'ai une reproche à faire. Et c'est que j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, d'avoir été poussé et de voir souvent des gens de mon âge se faire pousser dans la culture d'ici et pas assez baigner dans notre culture ancestrale.
Et c'est une reproche que je pense que je pourrais faire en raison de mon impression. Osez. Sais-tu qu'il navigue avant qu'on soit né, forcé de ramer pour pas être naufragé, toujours recommencer, continuer avec les amis, pour essayer de subsister au péril de la vie salée, comme un pélican. Pélican doré. Pourquoi quitter sa mère, son père et son frère? Mes blessures sont vraies, le temps est frais. Me voilà emporté dans les griffes du monde entier, réfugié d'Haïti, atterri ici cette nuit comme un pélican. Pélican doré, qui survole les failles, qui creusent l'appétit, où le poisson est rare et vendu à gros prix. Je me sens retourner en arrière sur les sentiers de mon père, revoir le sourire de grand-mère et le nom des ancêtres si fiers, comme un pélican.